Deuxième grande famille, ce sont les grès. Les grès sont l'équivalent consolidé des sables. Ce sont donc des roches cohérentes dont les grains détritiques ont une taille entre 2 mm et 62 microns. Alors, ce schéma permet de mettre en évidence les différents constituants d'un grès. Il y a les grains et il y a le liant. Mais le liant peut être de deux types. Soit c'est ce qu'on appelle une matrice, c'est-à-dire des grains sédimentaires plus fins qui se sont infiltrés entre les grains les plus grossiers, exemple du sable fin, soit un ciment, c'est-à-dire du matériel qui a cristallisé parfois longtemps après le dépôt des grains. Souvenez-vous, la cimentation, un processus diagénétique, a pour effet de diminuer la porosité d'une roche et en même temps de lier les différents constituants. Donc j'insiste bien, la matrice, elle se met en place pratiquement en même temps que les grains et le ciment est un liant qui se met en place plus tard. Alors quels sont les principaux constituants minéralogiques des grès? Il y a le quartz, de loin le plus fréquent. Pourquoi est-il plus fréquent? Parce que le quartz non seulement est très résistant, il n'a pas de clivage, mais en plus, il ne subit pas l'hydrolyse, donc il est résistant également au point de vue chimique. Les feldspaths, ils sont plus rares. Pourquoi? Parce qu'ils sont fragiles, donc au cours du transport, ils peuvent non seulement subir une dissolution, mais ils peuvent aussi se casser lors des rebonds dans le cadre du transport par saltation, donc ils se cassent parce qu'ils possèdent des clivages. Vous avez une troisième famille de constituants, c'est les fragments lithiques, ça c'est un peu un fourre-tout, c'est les morceaux de roches volcaniques, morceaux de schiste, morceaux de calcaire. Et vous avez également des micas et des argiles, mais qui sont surtout présents dans la matrice. Alors, comme les conglomérats, les grès ont leur classification. Alors, c'est une classification déjà ancienne, 1964, classification de Dott, mais puisqu'elle est toujours en usage, c'est qu'elle est utile. Comment fonctionne-t-elle? C'est un prisme à base triangulaire. Sur l'arête du prisme, vous avez le pourcentage de matrice. Donc la matrice, c'est un type de liant. De 0 à 15%, c'est une famille de grès qu'on appelle les arénites, qui sont des grès très propres, qui ont été bien lavés, bien triturés au cours de leur transport, qui ne contiennent pratiquement pas de matrice. Et de 15 à 75%, c'est ce qu'on appelle les WAC ou grès WAC, qui sont des grès qui contiennent un mélange de grains et de matrice. Alors au-dessus de 75%, c'est les pélites, ça n'entre plus dans cette classification. Au niveau du triangle, ce sont des minéraux qui occupent les sommets, le quartz en haut, les feldspaths à gauche et les fragments lithiques à droite. Donc les noms sont situés dans les différentes plages. Arénite quartzique pour un grès qui ne contient pratiquement que du quartz. Arkose quand ce grès contient du feldspath. Et arénite lithique quand le grès, l'arénite, contient des fragments lithiques. Alors, remarquez une anomalie, c'est que les pourcentages ne sont pas placés à 50%. Pour qu'on passe d'une arénite quartzique à une subarkose, par exemple, il suffit de 6% seulement de feldspath. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que Dott voulait attirer l'attention sur des roches qui contiennent ne fût-ce qu'un peu de feldspath ou de fragments lithiques, parce que ce sont des roches spéciales. En effet, elles sont relativement rares et les feldspaths et les fragments lithiques étant beaucoup plus fragiles que le quartz, ça indique soit un transport très faible, soit une mise en place sans l'intervention de l'eau.
Alors cette classification permet de distinguer trois grandes familles de grès. Les arénites quartziques, ce sont des sédiments dits matures, c'est-à-dire qui ont subi un transport important, une usure importante. Donc les grains sont bien arrondis, un bon classement, ils sont bien triés, et la disparition des minéraux fragiles. Alors ce sont des sédiments qu'on trouve en général sur les plages et dans les zones littorales. Les arkoses et les arénites lithiques, ce sont des sédiments qui, eux, au contraire, sont peu matures parce qu'ils contiennent des éléments fragiles comme les feldspaths et les fragments lithiques. Donc ils se sont mis en place près d'un relief avec un transport faible ou alors un transport par le vent en climat aride. Et enfin les gréoiques, qui sont des mélanges matrices-grains qui sont très immatures et qui sont mis en place par la glace, les écoulements gravitaires ou qui peuvent correspondre au sol. Alors on va terminer par la troisième et dernière famille de roches détritiques, les pélites, qui comprend argilite, siltite et d'autres roches dont je vais vous parler. Toutes ces roches sont dans la gamme granulométrique inférieure à 62 microns et elles sont importantes parce que beaucoup ont des applications industrielles et elles forment 2/3 des roches sédimentaires détritiques. Alors, vous allez voir que dans cette famille de roches, la granulométrie ne suffira plus à une classification parce que ce sont des roches multiformes. Sur les photos, vous avez deux exemples de roches dont la granulométrie est identique, une ardoise et une argilite. Mais vous voyez que leur aspect est totalement différent. Et donc, dans la classification, on va devoir introduire une nouvelle notion, c'est la présence de schistosité. Qu'est-ce que la schistosité? La schistosité est liée à la présence de matériaux de type phyllosilicate, donc des grains sous forme non pas de grains ronds, comme le quartz, mais sous forme de paillettes. Donc ici, on imagine un lit d'argile sédimenté sur le fond de la mer et qui est recouvert progressivement au cours de la sédimentation. Alors comme ce sont des paillettes, lors du dépôt, elles s'orientent parallèlement à la surface du fond marin, on va parler de surface de dépôt, et cette orientation va déterminer ce qu'on appelle la stratification. Au cours des temps, parfois des centaines de millions d'années après, lors d'une collision continentale, des contraintes tectoniques vont apparaître et vont former, pour commencer, des plis. Alors voilà un pli, et dans un premier temps, les plaquettes argileuses vont suivre la surface de stratification. Vous voyez que on la note S0. Pourquoi 0? C'est la première surface qui se forme lors du dépôt. Mais si les contraintes deviennent plus fortes, en fait, les petites paillettes argileuses vont se réorienter perpendiculairement à la contrainte pour les minimiser. Et donc, une deuxième surface va apparaître, en plus de S0, la surface de stratification. C'est une surface qu'on va appeler S1 et ça correspond à la schistosité. Alors voilà un très bel exemple dans une roche du Franien. Ce sont des schistes et dans ces schistes, vous avez un petit banc de calcaire. Alors le calcaire, il est parallèle à la stratification, donc il indique
la surface de dépôt, la voilà, et vous voyez très nettement une autre surface, un autre plan qui apparaît et qui est légèrement séquent par rapport à la stratification. Cette nouvelle surface, formée bien plus tard que la stratification, est la surface de schistosité et elle est liée à la réorientation de toutes les petites paillettes argileuses au cours d'une phase de déformation. Donc, la présence de schistosité est un élément important de la classification. Donc ici, à gauche, on a une entrée de type granulométrique avec un pôle silt en haut, un pôle argile en bas et un mélange qu'on peut appeler boue au milieu. Et ensuite, de gauche à droite, on a des roches sédimentaires simplement indurées, et puis on voit apparaître d'abord un faible métamorphisme qui va donner une schistosité relativement peu développée, et puis un métamorphisme plus élevé avec une schistosité plus affirmée. Regardons d'abord le cas du silt. C'est très simple. Un silt donne une siltite que le sédiment, la roche sédimentaire soit simplement indurée ou qu'elle ait subi un certain métamorphisme. Il n'y a pas de schistosité. Pourquoi? Parce que les siltites sont constitués essentiellement de grains ronds et donc ces grains ronds ne se réorientent pas lors d'une phase de contrainte. Dans le cas des deux autres types de roches sédimentaires liées à la boue ou à l'argile, on va voir apparaître une schistosité plus ou moins développée. Dans le cas d'une boue indurée, on va parler de siltite argileuse, si elle est massive, et de siltite argileuse laminaire si une certaine stratification ou lamination se développe. Dans le cas d'une argile simplement indurée, on va parler d'argilite et d'argilite laminaire respectivement pour quelque chose de massif ou de laminaire. Dans la colonne faible métamorphisme, dès qu'une boue, une siltite argileuse est affectée par la schistosité, on va parler de schiste silto-argileux. Et de manière assez logique, s'il s'agit d'une argile, on parlera de schiste argileux. Pour un métamorphisme plus élevé, la schistosité est beaucoup plus nette, plus fine, et dans le cas de la boue, on va obtenir ce qu'on appelle un phyllade. Je vous montrerai des exemples de toutes ces roches, évidemment. Dans le cas d'une argile, une schistosité bien développée va donner naissance à ce qu'on appelle une ardoise. Donc nous sommes ici dans l'ardoisière d'Herbemont qui exploite la formation de la roche. Dans la formation de la roche, le membre qui est recherché pour faire des ardoises, c'est ce qu'on appelle le membre de martelange.